Qui soutenez-vous à la présidentielle et pourquoi? Alors vous savez que de manière traditionnelle, nous réclamons de la droite, mais nous précisons bien que nous sommes une droite libre de prendre ses décisions après l'analyse des propositions des candidats. Donc aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est entré en campagne, ça nous donne l'occasion de comparer le programme pour la nation et particulièrement pour la région Martinique, de celui du président de gauche François Hollande, car nous respectons tous les candidats. Il faut être courageux pour aller en politique et nous respectons cette démarche. Maintenant, nous observons que les propositions que fait Nicolas Sarkozy, les premières propositions en tout cas, sont intéressantes et nous nous trouvons tout naturellement prêts à soutenir le président. Allez-vous participer à des meetings en commun avec l'UMP Martinique? Non, pas du tout, parce que l'UMP Martinique ne souhaite pas le rassemblement de la droite martiniquaise, puisque, comme vous le savez, l'UMP aligne des candidats aux élections législatives contre ses partenaires de la droite martiniquaise, que sont les forces martiniquaises de progrès et le parti régionaliste martiniquais. Je pense donc que nous ne sommes pas du tout sur la même ligne politique. Nous avons choisi à la fois de respecter les valeurs fondamentales de la droite, mais aussi de défendre ardemment l'intérêt de la Martinique. Me semble-t-il, ce n'est pas le choix de l'UMP Fédération Martinique qui préfère être dans le mimétisme hexagonal et dans l'obéissance aux consignes venues de Paris. Alors je pense que nous n'avons pas beaucoup de choses à partager dans cette campagne. Nicolas Sarkozy voudrait réduire le nombre de professeurs et augmenter leur temps de travail qui passerait de 18 heures à 26 heures pour 500 € de plus par mois. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que cette proposition a le mérite d'exister et il faut l'analyser avant de la construire. Je rappelle que la situation de la France est extrêmement grave et que depuis quelques années, le fait de remplacer un fonctionnaire sur deux a permis à notre pays de rester dans la ligne et de ne pas sombrer comme les pays européens autour de nous, la Grèce et l'Espagne. Alors aujourd'hui, effectivement, il fait une proposition concernant l'éducation. Et il dit bien qu'il propose aux enseignants d'être plus présents à l'école, de passer de 18 heures de cours à 26 heures, non pas de cours comme la gauche veut bien le réduire, mais de présence. Il a même dit qu'ils auraient un bureau et qu'ils feraient de la réception et de l'encadrement d'enfants en difficulté. Donc je trouve que c'est une proposition qui est intéressante parce que si effectivement les enseignants, je suis enseignante donc je connais la problématique, grâce aux outils modernes et à la formation des maîtres qui est passée aujourd'hui au niveau master, l'enseignement devient donc plus facile et donc si on a 10 heures de plus de chez soi, on est quand même toujours à 28 heures. Et donc ajouter quelques heures de présence dans les établissements, ce n'est pas grever, ce n'est pas alourdir la charge de travail des enseignants. Et en plus, 500 €, ce n'est pas rien par les temps qui courent et je crois qu'effectivement, entre le fait de demander à des enseignants d'avoir aujourd'hui un master et de travailler de manière efficace et pragmatique au service des Français, c'est une très bonne chose que de revaloriser à la fois leur salaire et leur statut. Et donc c'est une proposition intéressante. Quelle serait la meilleure politique de l'emploi pour la Martinique? Alors, j'entends beaucoup parler de développement endogène, d'ailleurs de la part des deux candidats à la présidentielle. Et moi, je m'inquiète parce que notre pays est petit, notre pays n'est pas extensible, notre pays n'a pas de matières premières, et notre pays, même s'il peut se concevoir comme un pays sur le plan identitaire et culturel, ne peut pas se concevoir comme un pays sur le plan du développement économique et encore moins sur le plan du statut. Donc, il faut bien se dire qu'il faut commencer par réclamer une entière égalité à la France hexagonale. Elle nous doit cette égalité au nom de la République que nous avons acceptée. Nous n'avons rien demandé, nous sommes là et il faut qu'elle fasse avec nous. Il faut que la France mette les moyens financiers pour développer les filières, parce que celles-ci ne sont toujours pas organisées. Il est temps que la filière, par exemple, agricole, arrive à son achèvement, que l'on cesse de parler constamment de la disparition de la banane à cause de la nocivité des pesticides et que rien ne soit proposé en face. Il faut donc passer de la phase de proposition de bons vœux et de souhaits, j'ai entendu les deux candidats parler de développement endogène ou indigène pour certains. Non, il faut qu'on passe véritablement à l'organisation pratique des filières qui sont déjà existantes, à une meilleure couverture locale de ce que nous pouvons produire et ensuite, il faut bien le dire, la France doit continuer à nous donner la solidarité nationale pour que nous soyons en mesure de proposer de l'emploi à nos enfants. Il est clair que la Martinique ne pourra pas absorber l'intégralité de la masse de cette jeunesse diplômée que nous mettons régulièrement sur le marché.
Mais pour l'instant, nous sommes au stade des bons vœux et des promesses, et que ce soit l'État, les candidats ou les collectivités locales, y compris d'ailleurs le Conseil régional, nous n'avons pas vu les effets concrets des politiques proposées. Donc je crois que déjà, il faut passer à la mise en place concrète de l'organisation de nos filières. Le pouvoir d'achat se réduit de plus en plus. La priorité, selon vous, serait d'augmenter les salaires ou de baisser sur les prix? C'est un véritable problème pour l'ensemble de l'outre-mer. On a vu récemment qu'il y a eu des troubles à La Réunion et nous ne pouvons plus occulter ce problème. Nous devons impérativement repenser la question de l'octroi de mer qui grève les prix. À la Commission des affaires économiques dans laquelle je siège, en permanence, nous avons des demandes de dérogation de l'octroi de mer sur certains produits. Je crois que c'est un impôt qui, aujourd'hui, ne peut plus se justifier, d'une part parce qu'il alourdit effectivement le panier de la ménagère, et d'autre part parce qu'il a été détourné de sa vocation première. À quoi servait l'octroi de mer? Il devait servir, puisqu'il alimente le budget des communes, à permettre aux magistrats de chaque commune de développer l'économie des communes. Ça n'a pas été le cas. Cet octroi de mer, cet impôt qui alourdit la charge des ménages, a été intégré dans le fonctionnement des collectivités territoriales et donc il a raté finalement l'objectif auquel il était assigné. Donc je crois que plutôt que de penser à augmenter les salaires, et ce sera une course sans fin puisque les entreprises ne pouvant pas supporter le poids des salaires vont encore augmenter les prix de manière à pouvoir assurer ces salaires, il faut donc revenir à un système différent qui est d'alléger les produits de consommation d'une charge d'impôt inutile et de répartir différemment, on va dire, l'effort économique sur le développement des territoires, à commencer par les communes. Il est temps que les communes fassent du développement économique. Je vais prendre l'exemple du Robert. Le Robert a un potentiel touristique extraordinaire, mais rien ne se met en place pour développer l'emploi touristique au Robert. Eh bien, il faudrait que le million, et parfois plus, de l'impôt de l'octroi de mer qui arrive régulièrement pour alimenter le budget, soit mis au service de l'amélioration des routes, de la qualité environnementale du territoire du Robert, de la signalisation touristique du Robert, de la promotion des activités touristiques du Robert. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et donc, je crois que quelque part, il nous faut donc, en supprimant cet impôt, mettre les maires en face d'un challenge qui est comment allez-vous faire si vous n'avez plus cet impôt pour équilibrer vos budgets de fonctionnement. Donc là, nous serons dans une vérité de gestion et je pense que ça fera du bien de manière globale à la gestion politique de la Martinique. On parle souvent de développement touristique de la Martinique, mais on oublie que le prix du billet d'avion, aujourd'hui, est un frein pour notre économie. Quelle est votre position? Moi, je pense qu'il faut répondre à cette question de deux manières, puisque nous avons deux types de flux, on va dire, entre le reste du monde et nous-mêmes. Nous avons à la fois les touristes étrangers et nous avons les Français qui souhaitent venir à la Martinique, y compris d'ailleurs les Français de Martinique qui souhaitent revenir dans leur pays en vacances. Alors concernant les étrangers, il est vrai que la cherté des billets ne nous met pas en concurrence facile avec les pays dits du soleil et qu'il faut absolument que le gouvernement, quel qu'il soit, agisse sur les compagnies aériennes pour qu'elles puissent proposer de travailler non pas sur la cherté du billet, donc peu de billets vendus, mais sur un billet à prix abordable et jouer sur la quantité de touristes venant ici. Je pense que, et je l'espère, que nous étions sur la bonne voie en ouvrant le hub de Roissy, qui permet cette continuité territoriale non rompue à Paris des touristes venant de l'Europe. Et donc il faudrait maintenant, pour achever cette première initiative, qui est une bonne initiative, eh bien, baisser le coût du transport entre Paris et la Martinique. Et je suis persuadée que là, nous aurons de véritables résultats intéressants pour notre pays, quand on sait quand même que le Conseil régional injecte aujourd'hui plus de 30 millions d'euros dans le développement touristique. Nous devons exiger donc du gouvernement qu'il fasse cet effort en permettant, en ouvrant s'il le faut, la concurrence à d'autres compagnies, de manière à ce que nous soyons enfin dans des propositions compétitives et acceptables pour les touristes étrangers. Concernant maintenant l'autre volet, mais qui relève franchement de la continuité territoriale, quand des Français veulent venir en Martinique, ils sont dans la France, ils se déplacent à travers la France. Il n'est pas acceptable que la continuité territoriale soit traitée de manière inégale pour les Français de Corse et pour les Français de l'outre-mer. Il faut absolument que cette inégalité soit
soit arrêtée, soit réglée, et que nous entrions dans cette égalité sociale due de la continuité territoriale des Français. Lorsque Martiniquais aura enfin accès à un billet d'avion à un prix raisonnable, il pourra revenir régulièrement dans son pays, chaque année pourquoi pas, et ainsi il contribuera à alimenter des déplacements financiers favorables à la Martinique et favorables à l'outre-mer en général. Donc je crois que sur cette question-là, il y a un véritable travail des parlementaires qui doivent sans complexe, mais sans complaisance, réclamer de la France qu'elle mette au service de la Martinique, puisque nous parlons de la Martinique aujourd'hui, tous les moyens financiers pour son développement. On ne peut pas parler de développement endogène, une fois de plus, si la France ne règle pas d'abord le problème de l'égalité et de la solidarité nationale en faveur de l'outre-mer. Vous êtes au Conseil régional, présidente de la commission Affaires juridiques, textes, avis et propositions à caractère législatif ou réglementaire. Quels sont les gros dossiers en chantier de cette commission? La commission est vraiment a un travail passionnant. Franchement, quand j'ai accepté cette responsabilité, je ne pensais pas que les textes étaient aussi révélateurs de la vie quotidienne des Français et donc des Martiniquais. Nous traitons notamment de l'organisation des filières, que ce soit l'agriculture, la pêche, les experts comptables. Alors en ce moment, les gros dossiers sont celui bien sûr de la mise en place de la collectivité unique. Nous examinons les textes qui sont proposés, pas plus tard que cette semaine, c'était les textes sur le financement des futurs conseillers territoriaux, ainsi que des indemnités, des conseils consultatifs. Mais nous parlons également de la composition des élus, de la composition de l'Assemblée, de la composition de l'exécutif. Et ce sont des discussions passionnantes parce que nous ne sommes pas toujours d'accord sur les propositions de la loi en l'état, et notamment sur le scrutin proportionnel qui, pour moi, selon moi, est inacceptable et qu'il nous faut conserver, comme d'ailleurs ce sera le cas dans le reste de la France hexagonale, une partie d'élections uninominales. Et donc le scrutin mixte nous paraît bien plus intéressant, et si je suis élu député, c'est ce que j'irai défendre à l'Assemblée nationale, parce qu'il me semble qu'il y a ici une iniquité politique qui finalement donne toute la place, et rien que la place aux partis politiques, en écartant les candidatures uniques ou individuelles. Cela n'est pas acceptable dans une démocratie comme la nôtre. Et puis sur la table, il y a ce gros dossier du transport, parce que la Martinique aujourd'hui souffre de son inorganisation totale du transport. Le transport ne se résume pas au TCSP. Le TCSP ne concerne que le centre de la Martinique lorsque des problèmes de sous-développement dans l'ensemble du territoire sont mis en relief. Comment peut-on développer le nord, le sud et la côte atlantique si on ne règle pas de manière définitive le déplacement des biens et des personnes? Vous voyez bien, même la capitale, quand il est 17 h où il n'y a pas un taxi pour aller vers le Grand Nord, vers le Centre Atlantique et vers le Grand Sud, eh bien les magasins à 17 h sont fermés et la capitale ne vit plus, ce qui est préjudiciable au tourisme. Donc il faut que la question du transport soit réglée dans son intégralité, transport terrestre et transport maritime, sur l'ensemble du territoire. C'est un gros dossier que nous avons et qui sera le sujet de la prochaine plénière d'ailleurs, mais je pense qu'il faudra revenir encore sur ce dossier, sachant que la compétence relève de l'État et qu'il nous faut passer par une habilitation pour avoir cette compétence, une habilitation cette fois-là faite dans les règles de l'art, pas comme ce qu'avait envisagé Claude Lise, puisqu'il faut consulter tous les partenaires et travailler de manière, on va dire, complémentaire et consensuelle. Donc ce dossier-là est sur la table et je suis extrêmement attentive à ce qu'il aille à son terme, au profit des Martiniquais et au profit notamment des transporteurs professionnels qui sont déjà là et qu'il ne faut absolument pas écarter du projet. Vous allez sur la circonscription du Centre Atlantique face à 2 députés sortants, un ancien et une candidate aux couleurs UMP. Quels sont vos atouts pour être la future députée de cette nouvelle circonscription? Eh bien, j'ai décidé de me présenter aux élections législatives après avoir évidemment bien réfléchi, parce que je crois que nous entrons dans une nouvelle dynamique politique. Après les élections présidentielles, il faudra repenser la relation avec la France hexagonale, avec la République, parce que nous serons sommés de répondre très rapidement à des questions d'ordre économique qui, si elles ne sont pas réglées, vont précipiter la Martinique dans des difficultés sans nombre. Nous voyons déjà l'exaspération d'une jeunesse qui n'a pas de travail. Nous voyons déjà l'exaspération de professionnels qui ont du mal à s'en sortir parce que les conditions de leur réussite ne sont pas rassemblées.
Nous voyons une population inquiète parce que ce qui est proposé pour la mise en place de la collectivité unique ne semble pas répondre à leurs préoccupations. Nous voyons tous les jours une population fragile qui frappe à la porte des collectivités territoriales et à qui on répond qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et qu'on ne peut plus les aider. Donc nous avons un travail à faire et ce travail commence par la relation que nous allons mettre en place avec la République et avec la nation française, dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous souhaitons rester, mais dans laquelle aussi nous souhaitons défendre de manière très vigoureuse nos intérêts. Comme je le répète, nous sommes partie prenante de la République, mais nous n'avons pas demandé, nous n'avons rien demandé, c'est l'histoire qui nous a placés là. Et dès lors, nous sommes déterminés à faire respecter nos droits, tout comme nous sommes déterminés à respecter nos devoirs. Donc, mes atouts, d'abord un langage politique de vérité. J'espère de la compétence, je crois l'avoir démontré depuis mon entrée en politique, de la lucidité et surtout une absence totale de complaisance, quel que soit le gouvernement qui sera mis en place après les élections présidentielles. Je crois que nous avons à participer au débat sur les grandes questions qui concernent la nation. Nous devons être présents dans l'hémicycle lorsque les parlementaires débattent des problèmes de la nation et plus que jamais présents dans l'hémicycle lorsqu'il s'agit des problèmes de l'outre-mer. Nous avons parlé, rappelez-vous, d'une zone franche globale. Mais nous l'attendons encore sur l'ensemble du territoire. Nous savons très bien que le développement économique de la Martinique passe par l'allègement des charges sociales sur les entreprises parce que nous sommes dans une situation particulière avec un taux de chômage exceptionnellement élevé. Nous ne pouvons pas être traités comme l'ensemble de la France, notamment l'Île-de-France qui ne connaît que 7% de chômage. Nous devons donc réclamer sans complexe et sans condition une solidarité nationale accrue pour notre territoire, parce que nous aurons à faire face à une exigence de notre jeunesse et celle-ci est tout à fait légitime. Alors, je crois aussi qu'il y a un temps pour le renouvellement politique. Il y a des députés sortants qui n'ont pas démérité, certes, mais qui ne se sont pas battus parce qu'on l'aurait su pour que nous puissions obtenir cette solidarité nationale sans faille. Et donc, je suis persuadée qu'il faut que les prochains parlementaires, quels qu'ils soient, et j'en serai, doivent être des personnes courageuses qui expriment sans complaisance et sans timidité à la République qu'il est temps de donner à la Martinique les moyens de son développement et que celui-ci ne peut pas être renvoyé d'un revers de main au simple développement endogène. Nous avons donc à établir avec la Martinique une relation à la fois ferme, mais qui doit être féconde dans un temps très limité parce que nous n'avons plus les moyens aujourd'hui d'attendre indéfiniment des réponses qui ne viennent pas à nos problèmes, qui nous concernent tous les jours et qui paupérisent de plus en plus les populations les plus fragiles. Vous êtes la chef de file de l'opposition Robert. Comment va la santé de la commune, plus particulièrement sur le social, le logement et financièrement? Eh bien malheureusement, la commune va mal. Nous avons eu pas plus tard qu'avant-hier le débat d'orientation budgétaire et ce débat, bien sûr, ce budget prévisionnel a été présenté en déséquilibre de près de 9 millions. Vous savez très bien que par des jeux d'artifice, on arrive toujours à équilibrer les budgets. Mais c'est la première fois que cela se passe au Robert, puisque d'habitude, les prévisions étaient toujours présentées à l'équilibre. Ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, malgré les efforts que l'on puisse faire, il est impossible de cacher la réalité aux Robertins. Le Robert est une commune qui a beaucoup investi dans le logement social, en même temps qu'elle n'investissait rien dans le développement économique et qu'elle a vu disparaître peu à peu des institutions qu'elle avait pourtant été la première à mettre en place, notamment le plan de sécurité locale. Donc on avait été les premiers, le France Antilles avait même fait une superbe interview sur le fait qu'on soit les premiers à mettre en place un système de police performant, innovateur, avec de la médiation sociale. Et bien aujourd'hui, toutes ces institutions ont disparu. L'association qui s'occupait de médiation sociale, faute d'avoir des subventions communales, a dû fermer ses portes et licencier les médiateurs. Et le Robert se retrouve dans une situation extrêmement difficile, avec une population sociale qui est très hétérogène, parce que ce sont des gens qui viennent de la Martinique entière, qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas nécessairement d'intérêt pour la commune, mais qui ne trouvent pas non plus des lieux d'intégration dans cette commune. Donc aujourd'hui, on a à faire face à la montée de la délinquance, à la disparition des petits commerces, à la désorganisation des quartiers et on peut le dire, à la mort progressive des deux bourgs principaux, le bourg du Robert et le bourg du Verpré. Donc l'opposition municipale, bien sûr, est extrêmement préoccupée, mais je suppose aussi qu'une partie de la majorité l'est, puisqu'en ce moment, il y a une explosion de la majorité et qu'il y a des voix divergentes qui s'élèvent pour dire qu'effectivement, le choix politique du maire ne va peut-être pas dans le bon sens.
Donc tout reste à faire pour le Robert et la volonté et la force du changement sont en marche. Et je suis persuadée qu'en 2014, il y aura effectivement peut-être l'arrivée d'une nouvelle équipe qui devra relever le défi de développer cette très belle ville qui, je le rappelle, est quand même la 3e ville de la Martinique en termes de nombre d'habitants. Elle a un magnifique potentiel, mais qui n'est pas du tout exploité.